Rencontre aujourd'hui avec Eric Siès, directeur général adjoint Transactions France et directeur du pôle Bureau Location Île-de-France de BNP Paribas Real Estate. L'occasion de faire le bilan 2023 du secteur et d'évoquer la stratégie 2024 de BNP Paribas Real Estate Transactions France sur un marché en crise. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Eric Siès a rejoint BNP Paribas Real Estate en 2014. Il y a donc déjà 10 ans, l'occasion de commencer cet entretien avec son sentiment sur ces 10 années qui ont vu le marché immobilier atteindre son apogée avant d'être confronté à plusieurs crises successives. C'est une vaste question. Déjà, la première des choses, c'est qu'on a la chance d'avoir un métier qui est tout juste passionnant. Et si je devais résumer vraiment en 4 points les choses qui ont le plus évolué, c'est tout d'abord, il faut parler du marché, l'évolution du marché bien entendu. Après, c'est la conception aussi des actifs. On les conçoit plus du tout de la même manière qu'il y a simplement que 10 ans. On peut aussi parler de l'environnement réglementaire qui a aussi beaucoup évolué. Et puis, un degré d'expertise qui est de plus en plus pointu de la part des experts ou des acteurs du marché au sens large pour répondre aux 3 points précédents. Sur ces 10 années, il y a eu aussi 3 années depuis 2019 qui ont été depuis 2020 surtout, avec la crise sanitaire, la crise économique, la crise géopolitique, etc., qui ont un petit peu changé les donnes. Donc j'imagine que tout cela a été pris en compte chez vous, bien sûr. Oui, non, c'est sûr, vous avez tout à fait raison. C'est quand même le socle de tout. On a un marché, donc on peut parler de l'évolution du marché locatif Île-de-France et on s'aperçoit qu'on a quand même des cycles qui sont bien moins réguliers, parfois même un peu décorrélés d'un environnement économique, d'un marché capital market, etc., quand il s'agit de traiter en effet le marché locatif Île-de-France. On peut aussi évoquer, je pense, la nouvelle hiérarchisation des secteurs, l'attractivité de certains secteurs par rapport à d'autres. Le 3e point sur les aspects purement marché, c'est la prise de conscience des enjeux sociétaux ou encore environnementaux par l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière. Donc voilà, si on devait résumer vraiment sur les aspects marché. Après, quand je vous disais sur la conception même des actifs, c'est vrai que le Covid, on le sait tous, a plutôt eu un effet accélérateur, mais il y a bel et bien des nouveaux usages qui se sont fait jour. On sait tous, bien entendu, ce qui est aujourd'hui le flex office, qui nécessite de concevoir des immeubles différents, notamment en matière de renouvellement d'air et autres. On peut évoquer aussi les aspects serviciels des opérations où tous les acteurs se sont grattés la tête de manière à offrir les meilleurs services aux futurs utilisateurs. Des espaces extérieurs que auparavant on traitait à peine aujourd'hui sont devenus, je vais pas dire essentiels, c'est soit minima du nice to have et parfois même un must have pour certaines opérations. En tout cas, c'est vecteur d'attractivité. On peut aussi évoquer la mixité des usages. Je prendrai comme exemple un Morland Mixité Capital qui s'appelle désormais la Félicité, qui dans un seul et même immeuble renfermait 8 usages différents. Tout ça ouvre la voie à des immeubles qui vont très probablement être plus des immeubles d'activité, des hôtels d'activité, si je peux le dire ainsi, avec des zones ERP plus importantes, plus de réversibilité aussi dans une même journée, avec des espaces qui auront plusieurs vies, peut-être même plus d'inclusivité. C'est ce que l'on vit sur notre siège social Méta 57 avec une rue intérieure qui est totalement inclusive et ouverte au public. Ce sera le cas aussi d'une opération telle que celle du marché Saint-Honoré de CBRE Global Investors et qui prévoit d'avoir une rue ouverte. Je pense qu'il faut aussi évoquer l'intelligence embarquée dans les immeubles. Ça a grandement évolué en ne serait-ce que 10 ans avec des opérations qui nous permettent d'être plus prédictifs, avec des mesures de taux d'occupation. Quand je dis prédictif, ça peut être même sur l'usure, sur l'occupation, sur le wire score aussi pour être extrêmement bien connecté. Et puis enfin, peut-être le dernier point, c'est l'évolution des certifications des labels RSE, mais pas que. C'est aussi le confort des utilisateurs qui est au cœur des préoccupations lorsque on érige ou que l'on restructure ou que l'on rénove un bâtiment. Ensuite, il y a aussi un point qui me semble intéressant à souligner, c'est aussi l'évolution de tout ce qui est environnement réglementaire. On voit bien qu'aujourd'hui, on est soumis à une transparence de plus en plus totale. On a une compliance qui est omniprésente. On a aussi un décret tertiaire qui peu à peu marque aussi pas mal les choses. Donc ça, il faut aussi en tenir compte.
c'est important. Et puis, face à cela, comme vous le disiez, il faut aussi que le métier, en tout cas le métier de l'immobilier au sens large, les différents experts, continuent à gagner en compétences, à se professionnaliser, avec voire même des nouveaux métiers qui sont apparus pour répondre aux attentes des clients. C'est vrai qu'on a maintenant des départements conseils qui se sont sacrément étoffés pour répondre aux enjeux, puisque les questions des clients sont en effet assez différentes. Aujourd'hui, c'est quel taux de flex puis-je mettre en place, jusqu'où c'est possible. On va parler d'engagement RSE, on va parler d'attractivité de talent. Les aspects digitaux aussi sont très importants. On le voit y compris par rapport aux outils qu'on est en train de déployer en matière de data vise, d'outils aussi prédictifs, voire même de recours à l'intelligence artificielle générative. Voilà, donc tout ça est en train de bouger, continue à bouger. Et on se rend compte surtout, si je devais conclure sur ce point-là, c'est l'immobilier aujourd'hui n'est plus accessoire. Il est de plus en plus au cœur de la stratégie des entreprises, des grands corporates, mais pas que. On voit que ça c'est devenu vraiment, et c'est perçu comme un véritable outil. Alors, fort de tout cela, quel bilan Eric Siès tire-t-il pour BNP Paribas Real Estate Transactions France pour 2023 d'un marché locatif tertiaire qui fut mis l'année dernière à rude épreuve? Déjà, est-il d'accord avec cela? Alors j'ai envie de dire oui et non, parce que finalement on a eu un début d'année 2023 qui était relativement poussif quand on regardait les résultats du premier trimestre. On avait annoncé très tôt qu'il y aurait un effet rattrapage. Et c'est vrai que cet effet rattrapage, et tant mieux pour nous tous, il s'est produit tout au long de l'année 2023. Alors, c'est vrai qu'on atterrit finalement sur un volume de 1 930 000 m² placés. Alors c'est sûr que si on se réfère à un marché avant crise sanitaire, on peut se dire que c'est peu, mais il faut quand même considérer qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle nous une nouvelle normalité post-crise sanitaire, et on considère que le marché désormais devrait consommer entre 1,9 million et 2 millions de mètres carrés en moyenne, si on considère une moyenne long terme. Et ça, c'est le fruit, bien entendu, du développement conjoint du flex office d'un côté, mais aussi du télétravail, qui impacte à la baisse le nombre de mètres carrés traités par le marché. Donc, on a perdu au passage à peu près 400 000 mètres carrés par rapport à la moyenne décennale précédente, qui était de 2,3 millions de mètres carrés. Donc, ça reste, moi, je pense plutôt un bon cru, en tout cas en ligne avec cette nouvelle donne de marché. On peut aussi voir qu'on a deux secteurs qui ont fait mieux que leur moyenne décennale. C'est le quartier central des affaires et la première couronne sud pour des raisons différentes. Mais surtout une assez grosse dichotomie, j'ai envie de dire, entre le marché des petites moyennes surfaces, donc de moins de 5 000 m², et celui des grandes surfaces. C'est vrai qu'on a plus de résilience en petites et moyennes surfaces. On est en retrait simplement de 11%, alors que sur les grandes surfaces, c'est quand même un retrait plus marqué de 28%. C'est vrai, ce qui nous a manqué, c'est avant tout les très grandes transactions de plus de 40 000 m². Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un resizing, une réduction des surfaces prises à bail qui est quasi généralisée, mais qui dépend toutefois de plusieurs facteurs. Tout dépend en effet si on parle d'un siège social ou d'un immeuble qui est plutôt middle ou back office. Ça va être aussi grandement lié à la nationalité ou l'origine de la société. Les anglo-saxons sont probablement ceux qui réduisent le plus leur surface. La localisation aussi va être un élément assez primordial. Quand on est sur des secteurs qui sont peu attractifs, eh bien, en effet, les personnes ont plus tendance à avoir un retour au bureau plus difficile. Et puis, enfin, le secteur d'activité. À l'opposé, on a le luxe d'un côté qui en effet fait très peu appel au télétravail et au flex. Et à l'opposé, vous allez avoir des secteurs banque, finance, assurance qui en sont plus friands. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les aspects, en tout cas volume. Après, si on devait retenir peut-être du marché, il y a eu quand même quelques très grands deals qui ont bien structuré ce marché. Il y en a 6 quand même de plus de 20 000 m². On peut parler bien entendu de Rothschild sur le 40 Boétie. On peut parler de Publicis sur Mondo rue de Courcelles, d'un retour aux sources avec la CDC sur Austerlitz 2 dans le secteur CMAPA Paris 13e, grande bibliothèque, et puis des mouvements qui sont encore peut-être plus limités, avec Renault qui fait construire son siège social à 2 pas de son siège actuel à Boulogne, Stellantis qui bien entendu s'étend sur Poissy, ou encore Thales sur Vélizy.
Après, ce qui est aussi intéressant à souligner sur cette année écoulée, c'est le ralentissement de la nette économie et du coworking, hein, il faut le dire, pour des raisons évidentes, hein, d'accès au cash devenu plus difficile. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est tout de suite de voir qu'on a quand même une capacité à avoir un relais qui a été pris par les secteurs plus traditionnels, à commencer par l'industrie, la banque, finance, le luxe ou encore le conseil. Ce qui peut être surprenant dans un marché qui était perçu en début d'année quand même en phase de ralentissement, même s'il s'en est plutôt bien sorti, c'est que la mobilité des entreprises est restée très réduite. Et on a seulement 12% des signatures en périphérie, donc en dehors de Paris, en nombre, hein, qui proviennent d'utilisateurs parisiens. Alors qu'auparavant, lors des précédents cycles immobiliers ou crises, eh bien, on avait en effet plus d'utilisateurs qui bougeaient et qui sortaient de Paris. Et si on regarde donc les 12%, ils deviennent 6% si on considère cette fois-ci les nouveaux entrants dans la capitale. Donc on n'a plus vraiment, on va dire, de mouvement de rupture comme on a pu connaître lors des précédents cycles immobiliers. Sur l'aspect maintenant peut-être valeur, pour en dire un mot, c'est vrai que les valeurs sont intimement liées au caractère sous-offreur ou sur-offreur du ou des secteurs franciliens. Et sans surprise, en Paris, on a de nouveaux loyers prime qui ont été actés sur le QCA, dans le Marais ou encore le 7e, notamment par nos équipes, et on est quasiment uniforme entre 980 à 1000 euros du mètre pour les meilleurs actifs. Ça baisse ou pas? On a quand même une tendance haussière, en effet, sur ces niveaux de loyer. Mais c'est vrai que c'est intimement lié à l'aspect quand même de qualité de l'actif, mais aussi à la vacance structurelle du secteur. Et c'est vrai que la vacance en Île-de-France, c'est un peu le grand écart, puisqu'en moyenne, c'est 8,5% en Île-de-France, le taux de vacance immédiat. Mais c'est vrai que si on considère le QCA d'un côté, on est à 2,4%. Si on va à l'opposé du spectre, on va aller en péridéfense ou en première couronne nord, et là, on dépasse allègrement les 20-21%. Donc, c'est plus de 6 années de stock. Donc, voilà ce que l'on peut dire si on devait retenir quelques, on va dire, points clés ou drivers du marché francilien sur l'année écoulée. Voilà comment je pourrais essayer de résumer un peu la situation en quelques mots. À partir de toutes ces données, de tous ces chiffres que vient de nous donner Eric Siès, à partir aussi des exemples qu'il a évoqués, comme l'effondrement du marché du coworking qui a vu un grand groupe mettre la clé sous la porte en 2023, comment chez BNP Paribas Real Estate Transactions France voit-on évoluer le marché en 2024 et peut-être même au-delà? Réponse de Eric Siès. Alors, c'est vrai qu'on a toujours une estimation de la demande placée et on reste donc sur une demande placée qui devrait être de l'ordre de 1,9 million de mètres carrés, donc en ligne avec la nouvelle moyenne long terme que je viens de vous décrire en préambule. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà plusieurs deals qui ont été actés en 2023 et qui sont encore sous conditions suspensives. Donc, on a des logiques avec le GIE Immostat, c'est de considérer que les deals sont comptabilisés à partir du moment où il n'y a plus de conditions suspensives. Donc, on a déjà, on va dire, un petit matelas. Après, on va rester dans un marché qui va être essentiellement drivé par cette logique encore de centralité. On le voit bien quand on regarde les premières intentions des utilisateurs et notamment des grands utilisateurs. C'est quand même un marqueur fort du marché. Eh bien, on s'aperçoit que Paris reste en effet très très largement plébiscité. On peut peut-être aussi prévoir un retour sur le quart nord-est de Paris qui a été anormalement délaissé, bien que on ait plusieurs opérations qui peu à peu vont arriver sur le marché et qui sont des opérations de très grande qualité. Donc je pense qu'on aura vraisemblablement un regain d'intérêt pour ces quartiers-là, très parisiens dans l'âme, avec des actifs de qualité. On peut aussi tabler peut-être sur, alors là c'est pas prendre beaucoup de risques, vous dire qu'on devra avoir plus grande mobilité des utilisateurs pour répondre à des recherches d'économie de certaines sociétés. Et sinon, la dynamique du marché devrait être portée par quelques secteurs d'activité, à commencer par l'industrie. On le voit bien, qui continue à opérer des mouvements importants en immobilier. Quand je dis industrie, c'est y compris le luxe, mais pas que. On peut parler aussi du domaine énergétique qui est très très dynamique, ou encore le public parapublic avec une véritable volonté de l'État de faire bouger son patrimoine immobilier, ou en tout cas son parc immobilier. Voilà. Eric, est-ce que vous avez quelques exemples de projets immobiliers marquants sur lesquels vous avez travaillé récemment en Île-de-France ?
C'est vrai que j'en ai quelques-uns. Ceux qui me viennent immédiatement à l'esprit, c'est le 54 rue La Boétie, qui est le futur siège de Rothschild & Co, propriété de Norges Bank. C'est plus de 20 000 mètres carrés qui, j'ai envie de vous dire, ont été préemptés plus de 4 ans à l'avance par son futur utilisateur Rothschild & Co. C'est une restructuration qui est ambitieuse, avec surtout ce que j'ai trouvé intéressant, une co-construction clé en main avec un utilisateur pour le moins exigeant. Voilà. L'autre qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est Mondo. Mondo qui est le centre d'affaires, on va dire, toute dernière génération, fabriqué par Gessina au 153 rue de Courcelles et qui va accueillir les équipes de Publicis. Pourquoi c'est marquant? Parce que ça va être d'une part un locataire unique sur plus de 30 000 mètres carrés et Mondo traduit bien la volonté des grands corporates à faire revenir les personnes au bureau, à être aussi source de créativité. Je pense que vous avez dû voir passer l'interview de Monsieur Sadoun dernièrement qui justement faisait état de cela. Le dernier que j'aurais envie de citer, c'est Arboretum. Je suis encore retourné il y a quelques jours visiter ce superbe campus à Nanterre. On le sait tous, hein, c'est le plus grand campus en bois, 126 000 mètres carrés. Il est vertueux par essence et surtout c'est un best-in-class serviciel. Et puis enfin, je terminerai peut-être par Java qui va s'offrir une seconde vie avec un futur utilisateur qui s'appelle Île-de-France Mobilité. On voit bien qu'on est Paris 17e sur Clichy-Batignolles. On voit bien donc l'attractivité des lignes 14 qui est bel et bien plébiscitée. Ça valide aussi tout le quartier de Clichy-Batignolles en extension naturelle du quartier central des affaires. Et puis enfin une volonté du public parapublic, puisque c'est Île-de-France Mobilité de s'inscrire dans des immeubles efficaces et vertueux. Quelle est votre stratégie, vous, en ce début d'année 2024, stratégie de développement dans ce marché un petit peu compliqué? J'aurais presque envie de vous dire qu'on peut garder la même recette que ce qui a fait le succès de nos équipes locatives en Île-de-France en 2023. Et je peux peut-être la résumer en 4 points. Le premier point, c'est vraiment une synergie avec le groupe, avec notre maison mère BNP Paribas. Beaucoup de synergie aussi entre les métiers, et tout particulièrement entre les équipes conseil, AMO, Workplace et brokerage. Et là, ça répond finalement aux attentes des clients d'avoir une logique d'expertise globale qui est de plus en plus, cette logique est de plus en plus prégnante. C'est aussi l'écoute de nos clients. Mais quand je dis écoute, j'incite souvent les collaborateurs aussi à les challenger. Et on fait très souvent des deals qui sont des deals après appréciés par nos clients sur des secteurs ou sur des typologies d'actifs qu'ils n'avaient pas forcément imaginé de prime abord. Et puis enfin, moi je crois beaucoup à la logique collective des équipes. C'est une grande force de BNP Paribas Real Estate Transactions France, avec une équipe managériale qui est forte, qui est soudée, avec des collaborateurs qui doivent être enthousiastes et engagés. C'est probablement une partie, en effet, de la recette adéquate. Voilà. Alors j'ai une dernière question parce que le temps passe vite. On est en début d'année, on émet des vœux, bien sûr. L'espérance est de rigueur. C'est un peu notre gimmick chez IMOWeek ces derniers mois. Quelles sont, selon vous, Eric, les raisons d'espérer, à court, bien sûr, mais aussi à long terme? Écoutez, je pense qu'il faut regarder d'abord dans le rétroviseur et se dire que finalement, quand on a quelques années d'expérience, on s'aperçoit que le marché immobilier est cyclique par nature. On a un immobilier qui s'est toujours relevé plus fort finalement de toutes les crises. Quand je dis les crises, ça peut être les crises, ça peut être les ruptures, ça peut être les révolutions qui sont intervenues par le passé. Maintenant, si on se concentre plus sur le locatif bureau Île-de-France, c'est vrai, on nous avait prédit une année extrêmement difficile en 2023. Et finalement, ça a été une des toutes meilleures années pour les équipes locatives bureau Île-de-France. Donc, je crois qu'il faut aussi y croire. Il faut avoir l'envie, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, l'entente entre les équipes, l'envie d'avancer ensemble avec nos clients. On nous avait aussi alerté tour à tour des effets néfastes du Brexit. Et finalement, la France, on s'aperçoit, et tout particulièrement l'Île-de-France, on est sorti vainqueur. Des départs massifs en région, mais cela, c'est pas du tout produit ou très peu. On a aussi nombreuses sociétés qu'on nous annoncé en full remote, c'est-à-dire sans bureau ou avec un bureau virtuel. Finalement, tout ça est resté vraiment à la marge. Et c'est vrai, quand on lisait tout cela à l'époque, il y avait quand même matière à s'inquiéter, encore plus durant cette période de crise sanitaire. Et finalement, on peut considérer qu'on a un marché des bureaux franciliens qui demeure plutôt sain, voire très sain, parce que d'une part, il est profond, il est drivé par l'offre et la demande. On le voit très très bien avec cette logique de centralité et aussi parfois un certain déséquilibre, bien entendu, d'un secteur à l'autre qui est peut-être à déplorer, mais en tout cas, c'est une réalité d'offres et de demandes extrêmement claires. On a aussi la chance d'avoir un marché qui est pluriel, avec une grande richesse de secteurs économiques, contrairement à d'autres grandes métropoles européennes qui sont trop dépendantes d'un ou deux secteurs seulement. Nous, on a vraiment toutes
toutes les typologies d'activités qui sont présentes. Quand l'une fonctionne moins bien, une autre va pouvoir prendre le relais. C'est important, c'est ce qu'on vient de décrire aussi il y a quelques minutes. On peut aussi parler d'une plutôt bonne dynamique de la demande actuelle, notamment dans le compartiment plus de 5000, dans le domaine, comme je vous le disais, industriel, énergétique, du conseil, qui devrait vraisemblablement tirer la demande en 2024. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est probablement la magie de notre métier aussi, de pouvoir, quel que soit l'environnement, continuer à fabriquer des deals pour nos clients ou avec eux. Le bureau est définitivement une matière totalement vivante. Je crois en revanche assez peu, on entend beaucoup parler de l'FJO, j'avoue que j'y crois assez peu, mais qui sait? Pourquoi ? Sur le bureau, je ne pense pas que ça a un impact très très important. Ça fournira par la suite, en effet, une amélioration de l'existant en matière d'équipement collectif ou de services autour d'immeubles, mais on va dire dans un temps court. Autant, et je suis pas spécialiste en retail, je pense que là, clairement, il y a un impact. Sur le bureau, ce sera vraisemblablement moins le cas, en tout cas, à toute brève échéance. Pas d'effet JO donc sur le marché immobilier du bureau, selon Eric Siès, directeur général adjoint Transactions France et directeur du pôle bureau location Île-de-France de BNP Paribas Real Estate. Eric Siès, que l'on remercie pour cet entretien très complet. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans une semaine pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.